On a pensé ce format l'annonceur pour donner la parole aux décideurs, aux acteurs de la communication, du marketing d'aujourd'hui, comprendre leurs enjeux, leurs défis, leurs visions sur ce secteur qui évolue beaucoup au fil des années. Et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour fêter les débuts de ce format, déjà d'être ici au stade Vélodrome pour l'édition marseillaise des Media Days, qui est le plus grand rassemblement des professionnels de la communication, et encore plus de te recevoir, Laurent Broca, CEO d'Avas. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, l'idée c'est qu'on comprenne tes enjeux, tes défis, ta vision sur la communication d'aujourd'hui, comment elle peut évoluer, comment elle a évolué. Donc je te propose qu'on en parle juste après ce petit jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Laurent, on a évidemment donc envie de comprendre et connaître tes sujets aujourd'hui en tant que CEO d'Avas. Mais j'ai aussi envie qu'on retrace un peu ton parcours, qu'on comprenne comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Et pour ça, je te propose un petit flashback. Parce qu'avant d'être des communicants, on est aussi des consommateurs. On a été exposés à de la publicité. Il y a toujours une publicité qui nous a marqués. Toi, c'est une publicité qui date d'il y a des années 90, Volkswagen. Je te propose qu'on la lance et qu'on en parle juste après. Oui, ben ouvrez alors. C'était en fait la boucle d'oreille. C'était la boucle d'oreille qui grinçait, effectivement. Pourquoi elle t'a marqué, cette pub-là, Laurent? Alors, en fait, il fallait choisir une publicité. C'était difficile. Moi, C'est toujours compliqué. Ouais, j'ai grandi dans les années 80. Il y avait évidemment beaucoup moins de messages publicitaires qu'aujourd'hui. Et il y avait peut-être aussi un peu plus de créativité dans les messages ou de risque ou d'audace dans les messages. Et c'est vrai que j'ai été fasciné par la saga publicitaire de Volkswagen à l'époque. L'agence qui s'occupait de Volkswagen s'appelait DDB Nidam. Elle existe toujours, elle s'appelle DDB aujourd'hui. Et aussi bien les campagnes internationales que les campagnes France faisaient preuve d'humour un peu à l'anglaise, d'irrévérence. Il y avait un décalage systématique entre le sujet, en l'occurrence, ici, c'est la sécurité du véhicule et la manière dont c'était traité. Et j'ai été fasciné par ça. En fait, au départ, quand j'ai voulu faire de la publicité, c'était ce que je voulais faire. Et puis finalement, j'ai bifurqué vers les médias. Tu disais les messages étaient peut-être, la manière de faire de la publicité à l'époque était peut-être un peu plus, ils osaient un peu plus, c'était peut-être un peu plus créatif, en tout cas dans la manière de tourner les messages. Je te propose qu'on revienne à l'instant présent et qu'on discute un peu des grands enjeux et de ta vision de la publicité, de la communication aujourd'hui, juste après ce petit jingle. Arrêt sur image. Tu disais la publicité, elle a évolué avec le temps. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport aux années 90? Comment ça se matérialise? Il y a tellement de choses qui sont différentes, c'est un vaste sujet, mais en fait, si on doit restreindre un petit peu et circonscrire la réponse, je dirais que tout simplement le nombre de messages publicitaires auxquels on est exposé est évidemment très différent. On a beaucoup plus d'exposition aux messages publicitaires. De fait, on a beaucoup plus de réfractaires aux messages publicitaires. On a peut-être beaucoup plus d'enjeux économiques autour des messages publicitaires. Donc, on a peut-être un peu moins de créativité, d'audace vis-à-vis des enjeux de la pression économique. C'est ça que je vois principalement comme différence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un moment où les marques doivent s'interroger sur la manière de repenser leur message publicitaire et surtout la manière de réengager avec les consommateurs, les citoyens consommateurs, trouver de nouveaux terrains d'expression pour sortir un peu du discours tout publicitaire et aller vers des discours qui sont plus utiles et différents. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'une marque aujourd'hui doit avoir en tête? Qu'est-ce qu'elle doit prendre en compte dans sa communication pour réussir une campagne?
Le consommateur, en fait, ça Ouais, paraît très simple, mais la réponse est simple. Elle doit prendre en compte le consommateur, ce dont il a besoin, ce dont il a envie, là où il se déplace, c'est les médias qu'il consomme, ses aspirations, les communautés dont il fait partie. Et à partir de là, effectivement, voir comment la marque peut l'accompagner plus qu'essayer de l'intercepter. Et ça, c'est tout un travail, effectivement, et c'est un ouais, travail qu'on fait beaucoup. Je pense qu'au sein des agences médias, dans le groupe Havas, bien entendu, mais d'une manière générale, au sein des agences médias, c'est un peu le cœur de notre métier, c'est-à-dire ouais. la compréhension des parcours consommateurs et identifier les points de rencontre qu'il peut y avoir entre une marque et ses consommateurs. Concrètement, du coup, ça veut dire quoi c'est quoi le défi? C'est quoi comment, Havas aujourd'hui réussit à s'adapter? Qu'est-ce qu'elle met en place? Est-ce qu'il y a des je pense notamment, tout à l'heure, je vais recevoir le CEO de Bum, qui est une agence de marketing d'influence toute nouvelle. C'est des manières de communiquer et de marketer, qui sont en train d'évoluer, qui sortent complètement du cadre dont on avait l'habitude jusqu'à présent. Comment une Havas, et les sociétés médias de manière générale peuvent, profiter de ces nouveaux médias qui arrivent et qu'est-ce qu'elles mettent en place justement dans leur stratégie et dans leur fonctionnement pour permettre aux marques de communiquer comme il faut sur ces nouveaux médias? On s'est construit en fait sur un métier historique qui était un métier effectivement du conseil média, de l'achat média, etc. Donc dans une logique de message publicitaire très descendant. Dans une logique parfois un peu de ce qu'on appelle le carpet bombing, hein, c'est-à-dire qu'on va faire du matraquage, ça existe toujours hein, d'ailleurs, notamment pour les enseignes de distribution, on va dire. Mais on voit bien que, encore une fois, multiplication des messages publicitaires, donc beaucoup plus de réfractaires, ce qui fait que aujourd'hui, ce qu'on va beaucoup plus étudier, c'est comment les consommateurs se comportent, de quelle communauté ils font partie, quels sont leurs points de passion. Et ça, Ouais. c'est vraiment un développement qu'on a fait Bah, ces c'est quelque chose dernières de années. nouveau cette notion de Exactement, passion, ces points de passion. Donc, on a sorti récemment une étude qui s'appelle Five to Play, qui étudie effectivement sur l'ensemble de la population, donc qui peut faire des segmentations de population. Quels sont leurs points de passion? Alors évidemment, le sport en est un, la musique en est un, le divertissement. On est allé de manière très très granulaire sur les points de passion, en allant sur chacun des sports, avec des sports qui sont très évidents comme le football, mais on peut aller aussi sur du paddle, sur des choses comme ouais. ça. Pour justement se dire, à partir du moment où il y a une affinité entre telle cible et tel point de passion, comment la marque peut finalement jouer un rôle dans ce lien de connexion entre le consommateur et les points de passion. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans un discours qui est publicitaire, hein, on va être dans un discours qui va falloir inventer d'une manière différente, qui est autour des partenariats, autour de la présence sur le terrain, ou encore tout un tas de choses. On va écrire aussi du contenu, créer du contenu de manière non publicitaire. Donc ça fait partie Tous des les nouvelles contenus de approches. marque, Exactement. cette notion d'identité de marque qui, Qui a des contenus qui font pas nécessairement la part belle à la marque. En fait, c'est ça ouais. qui est un peu contre-intuitif pour les marketeurs aujourd'hui, c'est que justement, ils doivent sortir de la logique de contenu qui sublime la marque pour aller dans des contenus qui vont plutôt être au service ou autour du consommateur et qui, à un moment donné, bien sûr, mentionneront la marque. Mais le souci de la marque ne doit pas être aussi fort que le souci de l'utilité de la marque pour le consommateur dans sa relation à un point de passion. Dans cette logique-là, donc là, c'est la 2e année que se déroulent les Media Days dans 3 villes en France. Dans cette logique-là, en quoi c'est presque primordial ou en tout cas c'est utile pour ce secteur-là d'avoir des événements comme ça qui réunissent tous les acteurs, qui gravitent autour de ces métiers de la communication, dont aujourd'hui à Marseille? Il y a énormément d'événements qui réunissent les acteurs de la communication, mais en fait, le constat, c'est que tous ces événements, la plupart de ces événements sont quand même sur Paris, en tout cas les événements Ouais. d'envergure. Il se trouve qu'en termes de médias, on a des bureaux, nous, qui sont en région. On a un bureau de Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse. Et donc, on est parti de ce constat de se dire, c'est bien d'avoir des événements sur Paris. Ce qui serait bien, c'est qu'on a des tissus économiques qui sont plus ou moins forts dans les régions, et on a beaucoup d'attentes de la part des parties prenantes sur place
pour avoir justement ce type d'événements qui réunissent à la fois les médias, les marques Ouais. et les agences. Et donc, c'est de ce point de départ qu'est née la vision, l'ambition et puis la réalisation des Media Days. La première édition, c'était l'an dernier. C'était un peu un saut dans l'inconnu. On a fait ça en plus dans les stades, donc c'était quand même un peu un setup qui était Beaucoup assez de paris. inédit. Ouais, beaucoup de paris. L'an dernier, on a eu près de 1200 participants sur les 3 jours. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une traction très forte, puisque pour juste la première date de cette année, hein, qui était à Lille il y a 15 jours, on a eu un peu plus de 1000 participants. Et là, aujourd'hui, sur Marseille, c'est vrai qu'on attend près de 1000 participants aussi. Donc, c'est une belle réussite, et puis c'est une belle dynamique, une belle énergie. Ouais, et puis il y a cette notion, j'en parlais ce matin avec Romain Pic, qui est manager d'artistes marseillais, mais et puis Pierrick Fratini qui travaille à l'OM, mais il y a cette notion aussi d'aller les marques de plus en plus vont chercher du local pour toucher des populations et des cibles qu'elles ne pourraient pas toucher si elles n'allaient pas chercher ce marketing local-là. Je te propose, parce que je vois que le temps qui file, malheureusement, le temps n'est pas extensible. Je te propose qu'on finisse avec... je t'ai demandé de réfléchir à une pub récente que vous avez fait chez Havas qui t'a marqué et qui a un peu fait top et qui a bien marché. Et on va expliquer pourquoi après. Mais je te propose qu'on en parle juste après ce petit jingle. C'est la dernière campagne crossover KFC Burger King qui est sortie, là on est début décembre, elle est sortie il y a 15 jours. En quoi c'est une pub qui marque? C'est une pub qui marque parce que c'est une idée qui est née il y a plusieurs années. Ok. De dire comment on pourrait finalement, alors qu'on est sur un secteur sur lequel les acteurs sont très identifiés et Puis la considérés concurrence est assez exactement, forte. concurrence très forte, considérés comme très ennemis. Comment finalement peut-on faire pour avoir un crossover entre les deux marques qui sont challengers face aux leaders, et avec ce traitement créatif qui est en plus extrêmement malin, qui a à la fois un ton un peu léger, mais en même temps un message plus profond derrière, qui est complètement ancré sur le contexte social, économique, etc. qu'on traverse en ce moment, avec une musique bien accrocheuse qui reste. Et c'est vrai que ça a été une très belle réalisation créative, et ça, on n'y est pour rien, même si ce sont des agences créatives du groupe Havas qui s'occupent à la fois des intérêts de KFC et des intérêts de Burger King. Et puis, ça a été pour nous l'occasion, en termes de médias, d'échanger avec l'agence média d'un groupe concurrent qui gère les intérêts de Burger King. On s'occupe de KFC depuis 18 mois, mais tout s'est fait dans une sorte de c'est ce que franche j'allais demander, camaraderie, d'allégresse et véritable enthousiasme autour de cette opération, donc qui a connu un certain succès aussi sur les réseaux sociaux professionnels, évidemment, sur LinkedIn. Bon, c'est le microcosme du microcosme qui remarque ça, mais c'est toujours marrant. On n'a pas l'occasion de faire ça souvent dans le métier, donc c'est vrai que c'était assez drôle. Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je te souhaite une bonne fin de journée ici à Marseille. Je te souhaite une belle édition à Bordeaux. J'espère qu'on pourra s'y retrouver là-bas. Et puis pour ceux qui nous suivent, qui découvrent le format et Feuille Blanche par la même occasion à travers ce podcast, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laurent, merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée. À toi aussi, à bientôt. Je vous demande de vous arrêter.